Bonjour, je me nomme Christian Roux, je suis avocat à l'Office des personnes handicapées du Québec. Nous allons discuter de l'accès pour les personnes handicapées aux loisirs municipaux. Lorsqu'il est question de discuter de l'accès pour les personnes handicapées aux loisirs municipaux, il faut référer essentiellement à deux lois. La Charte des droits et libertés de la personne et la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. En ce qui concerne la Charte, elle consacre le droit à l'égalité, sans discrimination illégale, évidemment, sur la base du handicap ou du moyen d'y pallier. Ça, c'est pour favoriser l'accès, permettre aux personnes handicapées l'accès aux biens et aux services. Lorsqu'on parle du droit à l'égalité, il faut noter également qu'il est erroné de croire que le droit à l'égalité signifie que toutes les personnes doivent avoir un traitement identique. Il est parfois nécessaire, dans certains cas, d'accorder un traitement distinct à une personne pour atteindre le droit à l'égalité. Également, il faut noter que la Charte protège le droit à la dignité de la personne. Maintenant, la Charte également protège le droit à la dignité de la personne. Et comme je mentionnais, lorsqu'on veut parler de droit de la personne, il faut référer à la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, qui, en somme, est une loi cadre où le législateur est venu réaffirmer le droit à l'égalité. Et de plus, il demande expressément à tous les partenaires de s'impliquer. Ça inclut les gens du monde municipal, de s'impliquer de façon à favoriser l'accès pour les personnes handicapées aux loisirs municipaux et à toutes les autres activités sociales. De plus, cette préoccupation-là du législateur pour favoriser l'accès aux services pour les personnes handicapées se retrouve à plusieurs endroits dans la loi assurant l'exercice, notamment lorsqu'il est question de l'obligation pour les municipalités d'au moins 15 000 habitants de produire annuellement un plan d'action. On retrouve également dans cette loi une obligation de collaborer pour les municipalités et l'ensemble des partenaires lorsqu'un représentant de l'Office assiste une personne handicapée dans l'exercice de ses droits. Comment pourrait-on définir la discrimination? La Cour suprême a donné un certain nombre de définitions de la discrimination. C'est une entrave au droit à l'égalité. Et essentiellement, il s'agit d'une distinction, intentionnelle ou non, qui est fondée sur des motifs relatifs aux caractéristiques personnelles d'un individu. Et à ce moment-là, cette distinction-là a pour effet de priver l'individu, de lui priver de certains avantages ou de le priver de certains droits qui sont accessibles aux autres personnes qui ne sont pas handicapées. Ou encore, cette distinction a pour effet de lui imposer des fardeaux ou des restrictions ou de l'empêcher d'avoir accès aux mêmes possibilités, aux mêmes avantages que les personnes qui ne sont pas handicapées. Il faut noter également à cet égard qu'il n'est pas nécessaire pour faire preuve de discrimination d'empêcher formellement quelqu'un d'avoir accès à un service. Seulement que de ne pas tenir compte de sa différence peut être considéré comme une atteinte à l'égalité. Maintenant, la question du handicap, au sens de la Charte, a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence. Cette notion a fait l'objet d'une interprétation très large. Le handicap, au sens de la Charte, ça peut être de différentes natures, comme faire référence aux incapacités visuelles, motrices, auditives ou cognitives. Pour donner des exemples de handicaps qui ont été reconnus comme étant protégés par la Charte, on peut parler des malformations physiques, congénitales, les maladies chroniques, les troubles du langage, la dyslexie, l'obésité, le diabète, l'épilepsie, l'état de séropositivité. On peut également parler de dépression nerveuse, de troubles de personnalité, de douleurs chroniques, de fibromyalgie, de troubles de comportement, d'anxiété, de dépendance aux drogues, d'alcoolisme et d'autisme. Quant aux moyens de pallier au handicap au sens de la Charte, il faut savoir que les tribunaux ils sont allés également d'une interprétation très large de cette question-là. Ça peut prendre différentes formes, comme par exemple un chien guide. Il peut s'agir d'une canne, d'une marchette, d'un fauteuil roulant, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Mentionnons également que la jurisprudence a établi qu'on peut utiliser plus d'un moyen pour pallier le handicap. Également, le choix du moyen appartient à la personne handicapée, de sorte qu'on ne pourrait exiger qu'elle choisisse un autre moyen que celui qu'elle privilégie. Plusieurs personnes nous demandent si on peut, par une politique ou une directive ou même par un document ou un contrat, renoncer à des droits garantis par la Charte. Mais la réponse est catégoriquement non. On ne peut d'aucune façon renoncer à un droit protégé par la Charte, puisqu'il est bien établi par la jurisprudence que la Charte est une loi d'ordre public. Parlons maintenant de l'obligation d'accommodement raisonnable. Il s'agit, selon ce que nous enseigne la jurisprudence, de rechercher la solution qui serait la mieux adaptée à l'élimination de la discrimination.
la solution la plus près possible, au fond, du droit à l'égalité. Il faut faire tout ce qui est raisonnablement possible pour éliminer l'obstacle discriminatoire. Le tout, évidemment, sous réserve de contraintes excessives. L'accommodement raisonnable a un double objectif, selon la jurisprudence, à savoir éliminer la discrimination et la prévenir. Ce qu'on doit comprendre de cela, c'est qu'il est interdit de créer de nouveaux obstacles et de maintenir de vieux obstacles sciemment lorsqu'ils sont évitables. Et lorsqu'on est en processus d'accommodement, la jurisprudence nous enseigne également qu'il faut faire preuve de flexibilité, de diligence, de bonne foi et fournir tous les efforts nécessaires pour arriver à un accommodement. Il importe de discuter maintenant des différentes formes que peut prendre l'accommodement raisonnable. D'une part, on peut parler d'abolir la différence de traitement, qui est une mesure d'accommodement. C'est la meilleure option possible. Évidemment, elle consiste à fournir le bien ou le service souhaité, sauf évidemment s'il y a contrainte excessive. Prenons l'exemple, pour illustrer cela, du cas d'un enfant qui est en fauteuil roulant, qui désire avoir accès à un pavillon d'un camp de jour. Il faut, s'il n'y a pas contrainte excessive, lui permettre tout simplement l'accès. Lorsqu'on parle d'accommodement, il faut également s'assurer d'évaluer chaque personne en fonction de ses capacités. C'est incontournable, selon la jurisprudence, de procéder à une évaluation individuelle de manière à cibler les différentes formes d'accommodement possibles. Lorsqu'on parle d'évaluation, pour qu'elle soit adéquate, il est parfois nécessaire de solliciter la collaboration d'experts ou d'autres intervenants, comme par exemple les représentants d'un centre de réadaptation. L'accommodement peut également consister à prendre des mesures positives. Ce que ça veut dire, c'est de fournir les services d'un éducateur spécialisé, d'un accompagnateur ou de l'équipement adapté. Il existe évidemment plusieurs exemples de ce type de service. L'obligation d'accommodement peut également prendre la forme d'une exemption, d'une exigence ou d'une interdiction. Par exemple, ce serait de tolérer un chien guide dans un endroit où habituellement les animaux sont interdits. Il importe également de préciser que l'accommodement n'est pas l'unique affaire de la municipalité. En effet, les tribunaux ont mentionné que toutes les personnes concernées, incluant l'enfant handicapé, la personne handicapée, ses parents, de même que le syndicat, le cas échéant, sont assujettis à une obligation de collaboration lorsqu'on recherche un accommodement. Discutons maintenant des rôles et des responsabilités de la personne handicapée qui requiert une mesure d'accommodement. Lorsque c'est le cas, la personne handicapée doit s'assurer de déclarer sa condition et également faire état de ses besoins et ses incapacités aux fournisseurs de services, en l'occurrence ici une municipalité, de manière à lui permettre de déterminer de la meilleure façon possible les mesures d'accommodement à mettre en œuvre. Par ailleurs, les contraintes afférentes à l'accommodement ne sont pas à sens unique. En effet, s'il s'avère que l'absence de collaboration de la personne handicapée est à l'origine de l'échec de l'accommodement, les tribunaux nous enseignent que sa plainte pourrait être rejetée pour cette raison. En terminant sur ce point, mentionnons que la personne handicapée ne peut exiger une solution parfaite. C'est une question de cas par cas. Nous avons parlé précédemment de l'obligation d'accommodement raisonnable et nous avons souligné que la limite était la contrainte excessive. Évidemment, ça veut dire que l'obligation d'accommodement n'est pas absolue. Et les tribunaux ont mentionné à plusieurs reprises que le fardeau de démontrer la présence de contraintes excessives, que toutes les mesures, dans le fond, d'accommodement ont été envisagées, repose sur les municipalités. Et il faut savoir également que la contrainte excessive, ça va bien au-delà des inconvénients réels ou possibles qui peuvent se présenter. Il faut bien plus que de simples efforts négligeables et donc une certaine contrainte est acceptable. Il ne suffit donc pas pour un fournisseur, qui en l'occurrence ici une municipalité, d'affirmer qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut en faire la démonstration. Pour la Cour suprême, il y aura lieu de conclure à la présence de contraintes excessives lorsque la municipalité aura démontré à sa satisfaction que tous les moyens ont été envisagés d'accommodement et qu'il ne reste plus que des options irréalistes et déraisonnables. Et à cet égard, nous avons observé en jurisprudence au cours des dernières années que le niveau de preuve pour faire la démonstration de la présence de contraintes excessives est de plus en plus élevé. Les tribunaux, pour cerner la question de contraintes excessives, ils sont allés d'un certain nombre de critères pour aider les gens à comprendre ce que ça veut dire et nous ont mentionné qu'il fallait les appliquer avec souplesse et bon sens. Parlons maintenant des critères pour déterminer s'il y a présence de contraintes excessives ou non. C'est évidemment une question de cas par cas et je vais vous en mentionner quelques-uns retenus de la jurisprudence, mais il faut retenir que ce n'est pas exhaustif. Par exemple, les coûts exorbitants pour la municipalité,
seront considérés, l'atteinte et les répercussions sur les droits d'autrui, le risque grave et réel pour la sécurité des autres et de la personne handicapée concernée, de même que les subventions disponibles. Concernant les coûts, il importe de préciser que la Cour suprême y est allée d'une importante mise en garde sur cet aspect, et l'extrait que j'aimerais vous lire à cet égard se lit comme suit. Bien que dans certaines circonstances, le coût excessif puisse justifier le refus de composer avec les personnes atteintes de déficience, il faut se garder de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'accommodement de la personne handicapée. Il est beaucoup trop facile, selon la Cour suprême, d'invoquer l'augmentation des coûts pour justifier un refus d'accorder un traitement égal aux personnes handicapées. Évidemment, plus le budget de la municipalité est important, plus les tribunaux seront exigeants lorsqu'il viendra le temps de démontrer la présence d'une contrainte excessive. Maintenant, j'aimerais vous référer à certains exemples d'arguments qui ont été invoqués par les fournisseurs de services pour refuser d'accommoder les personnes handicapées et qui n'ont pas été retenus par les tribunaux. Les allergies, la propreté, les craintes, le bruit, lorsqu'on parle de permettre l'accès à un chien guide dans un établissement public, c'est des arguments qui n'ont pas été retenus par la jurisprudence. Les mauvaises expériences antérieures également ont été invoquées. Par exemple, un fournisseur disait moi, j'ai déjà eu des difficultés avec une personne handicapée par le passé, donc je ne veux pas l'accommoder, je ne veux pas avoir encore ces mêmes difficultés. Ça n'a pas été retenu non plus par la jurisprudence. La colère et la provocation. C'est-à-dire qu'une personne handicapée, dans certains cas, peut devenir colérique, invectiver le fournisseur de services et même être impoli à son endroit. Ça non plus, ça n'a pas été retenu par la jurisprudence comme étant une excuse à l'accommodement raisonnable, à l'obligation d'accommoder. Comme autre exemple d'argument invoqué, parlons de l'existence de biens ou de services mieux adaptés. Les tribunaux ont décidé que ce n'est pas un accommodement que de référer à d'autres lieux ou installations accessibles la personne handicapée. Le choix du fournisseur appartient à la personne handicapée. Donc, sauf s'il y a contrainte excessive, et après une évaluation adéquate et individuelle, évidemment, des incapacités de la personne concernée, une municipalité ne pourrait, par exemple, référer systématiquement des enfants handicapés à un camp de jour spécialisé. Parlons maintenant de la jurisprudence récente en matière d'accessibilité aux camps de jour municipaux. Nous avons retenu 3 cas de jurisprudence particulièrement, soit celui qui concerne la Ville de Québec, la Ville de Stoneham et celle de Cambridge. Dans les 3 cas, on a refusé l'accessibilité à un camp de jour à un enfant handicapé. On a refusé de lui fournir un accompagnateur alors qu'il en avait besoin. On a donc conclu dans les 3 cas qu'il y avait discrimination sur la base du handicap. Il y a beaucoup d'enseignements à retenir de cette jurisprudence-là. Essentiellement, sur la question de l'obligation d'accommodement, il faut retenir qu'en l'absence d'une évaluation individuelle adéquate, il est très difficile pour une municipalité de prouver ou de justifier une mesure discriminatoire. Les tribunaux ont répété à ces égards-là que les municipalités ont le fardeau de démontrer qu'elles ont pris toutes les mesures raisonnables pour procéder à une analyse individualisée des besoins et des incapacités de l'enfant concerné. Il est à retenir également qu'il est discriminatoire d'orienter systématiquement des enfants handicapés vers un camp spécialisé en vertu d'une politique ou d'un autre document quelconque, sans une analyse approfondie de ses incapacités. La portée des compétences également d'une municipalité en matière de loisirs doit être évaluée à la lumière de la Charte des droits et libertés de la personne et dans le cas de la ville de Cambridge, à la lumière du Code des droits de la personne de l'Ontario, qui est au même effet que la Charte des droits et libertés. La question de la sécurité a été, dans ces cas-là, invoquée par les municipalités concernées. Et ce que les tribunaux ont dit à cet égard, c'est que assurer la sécurité, c'est légitime. Sauf qu'il ne faut pas que la municipalité adopte une norme plus élevée que celle nécessaire pour préserver une sécurité raisonnable aux enfants sur place dans les camps de jour. Particulièrement dans le dossier de la Ville de Québec, le personnel de la Ville était préoccupé par des risques de noyade ou de fugue de l'enfant. À cet égard, la Cour a retenu qu'effectivement, c'est un risque qui est grave, mais qui est peu probable si on lui fournissait à l'enfant les services d'un accompagnateur et d'un harnais de sécurité. Donc, la Cour a dit, si on lui fournit ces accommodements-là, il y a peu de chances que les risques se produisent. Ce qu'il faut retenir de ces décisions-là également, c'est qu'une part de risque doit être tolérée si on veut atteindre et respecter le droit à l'égalité des enfants concernés. Si un accompagnateur est requis, ce qu'il faut comprendre de cette jurisprudence-là, c'est que la Ville aura l'obligation de fournir l'accompagnateur à ses frais,
sauf si elle est en mesure de démontrer qu'il y a contrainte excessive. Les difficultés de recrutement également, ça a été invoqué dans un de ces dossiers. On a évoqué qu'il y avait des difficultés de recrutement de personnel de soutien et les tribunaux ont conclu que ce n'était pas suffisamment grave pour constituer une contrainte excessive dans le cas particulier. Également, ce qu'il faut retenir de cette jurisprudence, c'est qu'un témoin seul qui viendrait dire que les camps de jour subissent des pertes année après année, seulement que le témoignage, ce ne serait pas suffisant pour constituer une contrainte excessive. Il faut assortir ce témoignage-là de preuves documentaires, d'états financiers et autres pour corroborer, dans le fond, la preuve testimoniale que la Ville voudrait apporter pour prouver une contrainte excessive quant au coût. Également, on a allégué dans un dossier qu'il y avait déjà 50 enfants qui avaient besoin d'un accompagnateur et qui étaient sur une liste d'attente. Encore là, on a tenté de faire cette preuve-là seulement que par un témoignage. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'autres preuves qui venaient corroborer le fait, puis venaient évoquer les raisons pour lesquelles ces enfants-là n'avaient pas reçu les services d'un accompagnateur fourni par la Ville. Ce qu'il faut également retenir en terminant, c'est que les croyances et les impressions, c'est insuffisant pour conclure à la présence d'une contrainte excessive. Les propos que j'ai tenus avec vous aujourd'hui avaient pour objet de vous dresser un état du droit relativement à l'accessibilité aux loisirs municipaux par les personnes handicapées et également de discuter des devoirs des partenaires, dont les municipalités, relativement à cette accessibilité. Les municipalités, comme les autres partenaires, ont l'obligation de collaborer et de contribuer à l'élimination des obstacles pour les personnes handicapées en matière d'accès aux loisirs. Les relations avec les municipalités sont assujetties aux principes garantis par la Charte, tels qu'interprétés par les tribunaux. La non-discrimination, de même que l'accommodement, ce sont des droits et ce ne sont pas des privilèges laissés au bon vouloir de chacun. Par ailleurs, soulignons en terminant que l'Office dispose de plusieurs services. En vertu de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, elle a un devoir conseil auprès des partenaires, de sorte que les municipalités peuvent s'adresser à l'Office, plus particulièrement à ses représentants régionaux, pour obtenir un soutien conseil. L'Office dispose également d'un service de soutien à la personne, qui est là pour répondre aux demandes des personnes handicapées et de leurs proches et pour les assister dans leur intégration sociale. Merci.